Fait que, Jean-Sébastien Fallu, Oui, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. de rien. Merci pour On a l'invitation. loué un petit local à l'Université de Montréal. Oui, dans le pavillon Marie-Victorin du département de l'École de psychoéducation où je travaille. Oui, fait que Oui. ça se peut qu'on entende des petites personnes parler en arrière, mais c'est pas grave, c'est un détail. Ouais, Ben ouais, ouais, les gens, c'est ils comme vont être ça corrects avec ça. la vie universitaire. Exactement. Fait que je t'ai découvert via... Moi, j'avais interviewé le papa de Mathis, Mhm. qui est décédé à 15 ans. Puis, tu avais fait comment qu'on appelle ça, un petit billet? J'ai fait une lettre d'opinion. Une lettre d'opinion, Ouais. OK, en lien avec ça, avec le rapport du coroner. du coroner, C'est ouais, ça, qui ouais. était sorti. Ouais. Comme quoi que tu n'étais pas vraiment d'accord avec ça, qu'il y avait des lacunes dans le système, puis Ouais. c'est ça, tu voulais dénoncer. En premier, on va commencer avec ton titre. OK. T'es qui? C'est Ça, long, hein, je pense? c'est toute une question. Professionnellement, Oui. je suis professeur agrégé à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal depuis 20 ans maintenant. Je suis aussi chercheur régulier à l'Institut universitaire sur les dépendances, au Centre de recherche en santé publique, au groupe Recherche et Intervention Substances psychoactives Québec et au groupe Renard et au Centre CRIJAD. Je suis aussi rédacteur en chef d'une revue scientifique francophone gratuitement accessible en ligne qui s'appelle Drogue, Santé et Société. Et j'ai fondé le GRIP, qui est un organisme là, qui a une mission provinciale pour la réduction des méfaits, milieux festifs, mais autres aussi, et qui fait notamment de la vérification des substances. OK. Chance, je t'ai laissé le dire parce que j'aurais pas pu mieux dire que, que toi. C'est quand même long, c'est quand même compliqué. Oui, mais j'ai plein d'autres identités, on en parlera Oui. peut-être plus tard. Oui, OK. Ouais. Donc, c'est ça. Là, on était rendu au coroner, Ouais. que tu n'étais pas vraiment d'accord avec ce rapport-là via la mort de... Ben, à propos de la mort de Mathis. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de ce rapport-là? Oui, tout à fait. C'était effectivement le rapport du coroner sur le décès de Mathis Boivin. C'est pas que je suis pas d'accord avec le rapport, c'est que je trouve que le rapport va pas assez loin. Si on veut vraiment prévenir d'autres drames comme celui-là, faut faire plus que ce que le rapport dit. Le rapport propose plus de prévention, plus de naloxone. Comme je le disais, ça évitera pas des problèmes comme on a connu avec Mathis et avec d'autres personnes. Parce que l'analoxone, ça peut être très utile, mais dans le cas de Mathis, d'abord, il aurait fallu que quelqu'un sache, peut-être lui-même d'abord, qui était peut-être en train de faire une surdose pour que quelqu'un puisse lui administrer l'analoxone. L'autre élément, c'est que la prévention, comme on l'a fait, et qui est quand même assez efficace, mais ça n'empêche pas tout usage. Là. On va se faire des accrocs, puis ça n'arrivera jamais que la prévention empêche tout usage de substances, même chez les mineurs. Et donc, ce que moi je disais, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin, notamment en proposant une éducation sur les drogues, la réduction des risques, les moyens de réduire ces risques-là pour tout le monde. Parce que souvent, on va faire ça peut-être avec ceux qui sont le plus soit à risque d'avoir une dépendance ou qui sont déjà dans une trajectoire de consommation assez lourde Ouais, je comprends, ouais. en dépendance. Mais des surdoses comme ça peut arriver lors d'une première prise avec quelqu'un qui n'était pas à risque. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut changer notre approche face aux drogues, comme on a fait par rapport à la sexualité. Il y a une centaine d'années, c'était des curés qui allaient dans les écoles avec des photos d'organes génitaux infectés à la gonorrhée, à la chlamydia, puis qui disaient « faites pas ça ». Puis on a essayé l'abstinence, puis ça marche pas. Fait qu'on a évolué vers de l'éducation, quand moi j'étais plus jeune, au MTS, là, puis comment mettre un condom. Mais maintenant, on a un programme national d'éducation à la sexualité qui est dans le cursus scolaire obligatoire. C'est un programme du ministère de l'Éducation où on parle des pour, des contre, des côtés positifs, négatifs. On parle de ça comme tout autre sujet, en fait. N'importe quel autre sujet avec les risques, les côtés, c'est ça, positifs. Puis oui, les façons d'éviter des ITSS ou des grossesses non désirées, de parler de consentement, de plaisir Ouais, vraiment. dans la sexualité,
de parler de ça comme un sujet qui fait partie de la réalité humaine. Là. Puis moi, je pense qu'il faut exactement faire la même chose avec les drogues. Puis on n'encourage pas les jeunes à avoir du sexe. Là. On leur dit pas aller faire du sexe. On leur parle de cette réalité humaine-là. Et on leur dit, voici tout ce que ça peut être, puis voici comment, si un jour tu fais ça, comment tu peux maximiser le plaisir puis minimiser les risques et les méfaits de ce comportement risqué-là. C'est risqué, la sexualité, quand même. Ouais. On peut même se blesser. Et les drogues, on le fait un peu là, avec ceux, comme je dis, qui sont plus à risque dans la consommation. Puis on essaie d'être objectif, mais on est quand même un peu dans un message de persuasion anti-drogue. Puis encore une fois, c'est pas d'encourager l'usage, c'est juste de dire, si ça arrive, il y a des façons de réduire les risques. Ouais. On les connaît, les voici. Fait que si jamais ça t'arrive, au moins, au-delà de juste dire consommez pas ou c'est risqué, si tu décides de consommer quand même, voici ce que tu peux faire pour pas que ça dérape, pas que ça dégénère. Puis pour moi, on a un devoir là, éthique, moral, de faire ça, parce que sinon, ça met la vie des jeunes en danger. Ça les met à risque, même d'une surdose, notamment lors d'une seule prise, qu'on n'aura pas identifié cette personne-là préalablement. Fait que je proposais ça. Je proposais aussi j'étais stupéfait, sans mauvais jeu de mots, que la coroner ne recommande pas les services de vérification des drogues comme ceux du GRIP, en fait, qu'ils soient mieux financés, puis aussi diffuser cette information-là pour que les gens sachent que ça existe, puis aussi parler du fait que la principale cause des surdoses, là, c'est le marché contaminé. Fait que moi, qu'un rapport de coroner, parce que je le sais que dans un rapport de coroner, ils vont juste aller adresser là, ce qui peut avoir un impact direct avec le cas qu'on a. Peut-être que c'est difficile de montrer exactement que dans le cas de Mathis, c'est à cause du marché contaminé, mais quand même, là, Mathis, il ne savait pas ce qu'il a acheté, puis c'était d'autres choses qu'il pensait. Fait que moi, je trouve que le lien est assez évident. Puis de ne pas parler de ça, c'est de faire l'autruche, c'est de ne pas parler de l'éléphant dans la pièce. C'est à cause du fait que le marché est contaminé puis qu'on ne sait pas ce qui circule que les gens meurent sur des surdoses, c'est ça. Puis il y a des gens qui me disent, oui, mais un jeune, il n'y aurait quand même pas accès si on avait un marché régulé, encadré. Des fois, ça fait peur aux gens. Là. Mon Dieu, on ne va pas légaliser toutes les drogues. Peut-être qu'il faudrait les encadrer. Oui, puis je pourrais rentrer là-dedans, là, mais ça ne veut pas dire d'avoir de l'héroïne puis du fentanyl au dépanneur. Là. Mais d'avoir un marché qui serait encadré, ce qui circulerait, ça serait comme pour le cannabis ou pour l'alcool, ce qui circule illégalement, c'est souvent des produits quand même contrôlés. Puis les jeunes qui n'ont pas le droit d'avoir du cannabis avant 21 ans, il y en a plein qui ont accès au cannabis de la SQDC par détournement. Donc, même pour les adolescents, dans un marché régulier où ils n'ont pas le droit d'avoir accès à ces substances-là, je pense que s'ils mettaient la main dessus, ça serait quand même des substances, au moins, dont ils connaîtraient la composition, la qualité. On va revenir au GRIP tantôt parce que c'est sûr que ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais ça que tu me dises au départ, c'est quoi les signes d'une surdose? Comment qu'un enfant, qu'un adolescent, qu'un parent même peut identifier ces signes-là? Parce que c'est tellement la base, c'est tellement important. En fait, ça dépend des substances. Les stimulants, les dépresseurs, c'est pas les mêmes signes. Mais si on parle des opioïdes, là, des dépresseurs, en général, c'est somnolence, la vigilance qui tombe. Ultimement, là, dans le cas de Mathis, je ne sais pas s'il se serait rendu compte de ça, mais de s'endormir beaucoup, là, ça peut être un signe. Mais aussi, sinon, les extrémités, les lèvres un peu bleues, là, ça commence à être inquiétant. Mathis, je pense qu'il y avait eu des petits picotements. Oui, c'est vrai. Oui, il y a des picotements avant. Merci de le rappeler. C'est ça? OK. Fait que fatigue extrême qui arrive soudainement. Soudainement, c'est ça. Picotement. C'est ça. Ben, là, les autres signes, les yeux, évidemment, qui ne répondent plus, là, c'est plus les autres qui peuvent le voir là, que soi-même. Là. C'est pour ça que c'est important pour quelqu'un de l'extérieur autres, aussi. S'il remarque quelque chose de « Ouh, OK, je pense qu'il faut faire quelque chose. » Puis
Puis on peut administrer, on le dit toujours, là, mais administrer la naloxone, si on est dans le doute, on l'administre parce que ça fait rien. Si la personne n'est pas en surdose, ça fait absolument rien, ça n'aura pas de conséquences négatives. Donc, dans le doute, si on n'est pas certain, on peut l'administrer. C'est aucunement néfaste de faire ça pour rien. Exactement. OK, parfait. OK. Au même titre que ça ne sera jamais néfaste d'amener quelqu'un à l'urgence si on a un doute, on s'entend? Oui, aussi, c'est ça. C'est ça, exactement. Okay. Ouais. Puis là, le grippe, c'est une façon, on en avait parlé vaguement avec Christian, puis je ne savais même pas que ça existait. Ça, c'est une manière de détecter qu'est-ce qu'il y a dans la drogue, c'est ça? En fait, le GRIP, d'abord, c'est un organisme communautaire qui existe maintenant depuis presque 30 ans, qui a plusieurs volets. Puis pendant plusieurs années, le GRIP faisait surtout de l'intervention, information, éducation là, dans les milieux festifs, rave festival, sur les drogues. Faisait aussi de la formation, sensibilisation en milieu scolaire. Ça a pris beaucoup de temps, malgré que c'était l'idée de départ, là, mais d'avoir du financement, d'avoir l'appui des autorités pour faire la vérification des drogues. En fait, ça a pris la crise des surdoses pour que ça soit finalement priorisé puis financé autour des années 2016, 17, 18. Le volet de service de vérification des drogues, c'est dans le fond d'utiliser des outils de chimie analytique pour détecter des produits de coupe dans les drogues vendues illégalement sur la rue sans contrôle de qualité pour avoir une idée de ce que contient cette substance-là qui, malheureusement, à cause de la prohibition, n'est pas justement contrôlée. Puis on ne connaît pas la composition. C'est pratiquement impossible. Ces tests-là, ces méthodes analytiques-là de chimie, elles sont variées. Il y a différentes méthodologies, technologies, machineries qui sont développées beaucoup dans les sciences qu'on dit forensiques là, ou en application de la loi. Là, dans les aéroports, les prisons, on utilise ça pour essayer de détecter des drogues. Puis c'est comme la réduction des méfaits, la réduction des risques récupère ces technologies-là pour en faire de la prévention. Si on revient au GRIP, on teste vraiment à partir d'une grande bibliothèque de substances connues, le spectre qui est lumineux qui dégage avec l'infrarouge de la substance. Puis on peut dire, avec une certaine fiabilité et confiance, il y a ou pas il y a telle substance. Mais ça ressemble à quoi, mettons? Parce que je suis pas capable de l'imaginer. C'est-tu une genre de machine? C'est comme une imprimante. OK. Une petite imprimante, là, avec un dispositif qui vient par-dessus. Là, j'essaie de voir quoi, comme un microscope. Avec un plateau, on met la substance, puis on baisse le faisceau sur la substance. Ça prend une petite quantité là, qui peut être récupérée après ou disposée. Ça, c'est une des technologies, mais c'est couplé aussi à de la colorimétrie. C'est des réactifs chimiques qui, selon la couleur que ça tourne, on peut savoir, c'est pas très précis, mais parfois c'est complémentaire. Donc, c'est des tests qui sont faits en complémentarité, plus des bandelettes de détection de fentanyl, de nitazène et de benzodiazépine. Donc, on peut, pour ça, au moins voir si possible. C'est pas parfait parce que on le sait, ces substances-là, c'est des petites quantités. Fait que la partie qu'on a pris pour tester, s'il n'y a pas ça dedans, c'est comme un biscuit aux pépites de chocolat. Le GRIP dit toujours ça. C'est pas parce que tu mords dans un biscuit aux pépites de chocolat puis que tu n'as pas de pépites de chocolat que c'est pas un biscuit aux pépites de chocolat. C'est ça. Fait que c'est ça. Mais il y a d'autres technologies. Il y a même une technologie infrarouge, mais comme une lampe de poche qui est beaucoup plus rapide, mais ça prend absolument une connexion Wi-Fi. Donc, dans les festivals, dans les endroits où reculer, des fois, ça ne marche pas. Puis c'est beaucoup plus rapide, mais ça ne détecte pas certaines substances. Donc, avoir des moyens plus importants, ils pourraient avoir tout ça, même d'autres. En Europe, je le disais, là, ils utilisent le HPLC, mais ça, c'est une grosse machinerie. C'est très peu propice à se déplacer, quoi qu'il y en a qui le font. Mais par exemple, à Marseille, à Paris,
On peut, sur place, faire tester ou envoyer par la poste. Puis là, on peut avoir des comptes rendus de tout ce qu'il y a en quantité aussi, là, en pourcentage de présence. Puis c'est ça. Puis le GRIP, ben, il y a une caravane, se promène, va dans les festivals, les parties, mais aussi il y a des lieux désignés qui sont sur le site web, tel jour, telle heure, au parc La Fontaine ou tel autre endroit. Tu avais parlé de lieux fixes. Ça, il y en a-tu un qui ne se déplace pas, là? Tu sais, que quelqu'un peut aller à cet endroit-là, il est tout le temps là? Oui, notamment Checkpoint de Cactus. Ils ont, eux autres aussi, sur place. Ça, c'est pas mobile. Un service d'analyse, de vérification des drogues. Puis ça, c'est à Montréal, c'est ça? Oui, il y a aussi Spec de rue, qui en a un. L'anonyme, je pense qu'il est mobile. Il y en a 5, je pense, en ce moment à Montréal. OK. Mais ouais, il y en a des fixes, il y en a des mobiles. OK, c'est bien, c'est un bon début d'avoir ça. Oui, puis il y en a à Laval, l'Oasis. Il y en a à Québec. Il y en a, c'est le SABSA, je pense, qui mène ça. Il y en a en Outaouais, c'est mené par le BRA puis le CIPITO, mais ils ont un projet d'un nom dont j'oublie précisément. Il y en a en Estrie aussi, à Sherbrooke. Ouais. Il y en a aussi à Dolbeau. Ça se multiplie, là. Ouais. OK. Tantôt, on a parlé, tu sais, je t'avais demandé les signes d'une surdose, puis tu as dit que ça variait, tu sais, parce que là, on a parlé des opioïdes parce que c'était le cas de Mathis, mais y a-tu d'autres signes? Parce que, tu sais, c'est pas tout le monde qui prend de l'opioïde non plus. Tu sais, on peut-tu... Je sais que le pot, c'est quand même doux. Tu sais, je pense que c'est rare qu'on fait une surdose. Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de risque de surdose. C'est plus des bad trips, là. C'est ça, Parce qu'on peut distinguer bad trip et surdose. Puis dans surdose, il y a surdose puis surdose mortelle, là, aussi. Mais en gros, puis là, j'ai pas tout révisé ça avant l'entrevue, là, mais les stimulants, c'est pas mal toute la même chose. La surdose, ça va être des palpitations cardiaques. Ça vient aussi avec beaucoup de paranoïa. Ça, c'est psychologique, là, mais ça peut faire partie de la surdose. Puis de l'hypertension. Puis c'est ça, ultimement, c'est crise cardiaque. Puis ça, c'est-tu sur un long délai? Ou ça peut arriver très rapidement quand... Ça peut arriver rapidement. Tout est dépendant de la personne puis de la dose qui est consommée, puis comment c'est consommé. Là. Si c'est ingéré versus injecté, c'est pas la même rapidité. Là. C'est sûr que tout ce qui est injecté, les risques de surdose sont beaucoup plus grands, non seulement d'arriver, mais ils arrivent aussi beaucoup plus rapidement. Oui, c'est ça. OK. Ouais. Tu as parlé de biscuits avec les pépites de chocolat, mais ça m'a fait penser à un moment donné, tu avais fait une petite conférence, je pense que j'ai écouté, puis tu parlais justement qu'il y avait une différence entre fumer un joint puis prendre un biscuit, mettons, ou un brownies au pot, puis que c'était pas du tout la même, tu sais. Tu parlais que la personne, elle prend un brownies, puis elle est comme, ben là, j'ai pas d'effet. Fait qu'elle en mange un autre, puis là, elle en mange un autre. Mais tu sais, l'effet, ça prend des fois 2 heures à arriver quand tu le... Oui, l'effet d'une prise de substance, là, peu importe laquelle, l'alcool aussi, c'est sûr que ça va être déterminé par plein de paramètres là, qui sont liés à la personne, sa composition, sa constitution physique, mais aussi psychique, son état, c'est... le contexte aussi dans lequel on est, mais aussi plein de paramètres liés à la substance. Mais il y a quand même des paramètres qui sont assez importants, là, c'est-à-dire la dose puis le mode de consommation, la porte d'entrée. Il y a beaucoup de portes d'entrée. Là. On peut ingérer quelque chose, on peut l'inhaler, fumer, on peut priser, sniffer, on peut injecter, mais il y a aussi de l'absorption en dessous de la langue. Jimi Hendrix mettait des buveurs de LSD en dessous de son bandeau, puis ça finissait par rentrer. Il y a toutes sortes de... Puis même dans l'injection, ça peut être différentes façons, là, mais puis même, il y en a qui vont se rentrer des substances dans le rectum pour consommation par absorption. Il y a beaucoup de façons, mais disons que les 4 principaux, c'est pas mal ingérer, fumer, sniffer, puis injecter. Chacun de ces modes-là va avoir un impact assez différent sur la vitesse
à laquelle l'effet va être ressenti, son intensité, puis aussi la durée de cet effet-là. Mm-hmm. Donc, fumer, c'est ce qu'il y a généralement de plus rapide parce que ça va directement dans le système respiratoire puis direct au cerveau. Ça prend à peu près 7 secondes à faire effet là, quand on fume, par exemple, du cannabis. OK. Injecter aussi, c'est sûr que ça dépend. Là. Normalement, on s'injecte dans une veine, donc ça doit passer. Ça s'en va pas direct au cerveau. Là. C'est un petit peu plus long, mais oui, c'est sûr que c'est un effet assez intense. Après ça, il y a prisé puis ingéré. C'est pour ça aussi qu'il y a des risques différents en termes de surdose, mais aussi de dépendance, parce que l'effet est tellement plus puissant quand c'est fumé. Si on parle de stimulants, par exemple, ingérer des stimulants, c'est pas, disons, la même game que fumer ou injecter. Là. Il y a des risques de dépendance beaucoup plus élevés, puis de toxicité. Il y a moins de filtres organiques, puis de surdose. Le cannabis, s'il est fumé, effectivement, les effets vont être très rapides, puis ça va pas nécessairement durer très longtemps par rapport à ingérer, qui peut prendre 1 heure à 2 heures, c'est dépendamment de ce qu'on a mangé. Puis non seulement ça va être plus long, puis moins intense, puis durer plus longtemps, mais on n'aura pas nécessairement les mêmes effets parce que le THC, il va passer par le foie, puis il est transformé en hydro-THC, qui, lui, a des effets différents au niveau du cerveau qu'on n'a pas quand on fume. Donc, même quelqu'un qui est habitué à fumer du cannabis peut avoir des effets différents, non seulement plus tardifs et longs, mais aussi des effets différents. OK, quand même. Oui, c'est important de tout savoir ça. Ben oui. C'est ça l'éducation positive aux drogues, c'est tout comprendre ça. Tout le monde devrait savoir ça, parce que même si c'est pas pour nous, on connaît tout le monde quelqu'un qui va consommer quelque chose quelque part, puis ça, ces paramètres-là, puis ça marche aussi pour l'alcool, le cannabis, les médicaments psychoactifs, peu importe. Moi, je pense que tout le monde sur la planète devrait apprendre ça. Oui. Avant de venir, tu sais, je t'avais dit, j'avais été reconduire ma fille, puis j'avais eu une petite discussion avec elle à savoir, tu sais, comment que c'était dans les écoles, tu sais, qu'est-ce qu'ils leur apprenaient, s'ils en parlaient, de la drogue ou pas. Puis elle m'a dit qu'il en parlait, mais que c'était toujours d'un point négatif. Tu sais, un peu qu'est-ce que tu disais. Je le sais que la sexualité, elle a changé un peu, mais quand même, son souvenir à elle, c'était encore que c'était négatif, c'était des grosses MTS, c'était de leur faire peur, c'était de, tu sais... Puis la drogue, ben c'est encore pire que ça, selon elle. Puis elle n'avait pas, tu sais, justement, de liste de « Hey, tu sais, quand il se passe ça, là, il y a un problème, tu devrais appeler quelqu'un. » Ou, tu sais, les procédures à suivre, les degrés. Tu sais, comme tu dis, il y a une différence entre si tu prends du pot, un opioïde, puis l'autre, comment tu as appelé ça? L'autre, il y avait comment? Oui, c'est ça, les stimulants. C'est 3 choses complètement différentes que ton corps réagit différemment aussi. Puis à l'école, récemment, ça, c'est mon garçon de 12 ans, fait qu'il est en 6e année. J'ai parlé avec sa prof parce qu'on est amis, puis elle m'a dit que dans la cour d'école, il y a à peu près 2 semaines, il y a un garçon de 6e année qui a donné une pilule à un autre garçon de 6e année, puis ce garçon-là a ingéré la pilule, mais ça s'est retrouvé à être une Tylenol ou un Advil, whatever. Mais ça aurait pu être n'importe quoi. Tu peux pas ingérer quelque chose, une pilule que tu te fais donner, que tu sais. Mais c'est important d'en parler à nos enfants, même en 6e année. Tu sais, ça aurait pu être n'importe quoi. Même en 6e année. En fait, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai abordé, pas dans ma lettre d'opinion, parce que c'est 850 mots, là, mais j'ai écrit un éditorial aussi dans Drogue, Santé et Société là-dessus. Puis justement, je parle de ça, la question de... Il y a beaucoup plus de choses qu'on pense qui peuvent se dire à des enfants. T'sais, on n'a pas besoin de rentrer dans des détails, mais je pense qu'on sous-estime la capacité des enfants à se faire donner de l'information puis à comprendre des choses. Puis effectivement, c'est super important d'en parler. Puis tu as raison, je fais l'analogie avec la sexualité, puis je loue le programme d'éducation à la sexualité. Dans les faits, ça dépend qui le donne. Puis il y a beaucoup de chemin encore à faire, là, effectivement. Mais bon, j'aime quand même donner ce modèle-là parce que ça montre qu'on a cheminé un peu pour la sexualité. Mais c'est vrai, moi j'ai un fils qui est au secondaire, puis tu sais, j'ai reçu un truc de sensibilisation sur le sexting, puis... ça venait de la police, mais tu sais, ça m'a fâché que l'école, tout ce qu'ils font,
c'est de dire « faites pas ça ». Mm-hmm. Puis ils disent aux jeunes, en aucun cas, là, c'est ça qui était écrit, en aucun cas, jamais ne te dénude devant une caméra, une photo, même avec ton ou ta partenaire. En fait, en plus, c'était mononormatif. Les jeunes le font. Mm-hmm. Les jeunes vivent dans le numérique. Ouais. Puis il y a du plaisir à partager des nudes, tu sais. Puis c'est même pas illégal de le faire entre deux jeunes mineurs, tu sais. Mais au lieu, encore une fois, de parler de ça franchement, ouvertement, de parler des risques et de la réduction des méfaits, parce qu'il y a des trucs de réduction des méfaits quand tu envoies une photo, peut-être pas ton visage, peut-être pas ton tatou, peut-être pas de ton décor de ta chambre que tout le monde reconnaît, peut-être pas... peut-être une application que ça s'efface vite ou que tu peux tracer si c'est partagé. Puis cesser de blâmer les personnes victimes. On est encore là-dedans. Puis blâmer, changer le discours, puis blâmer ceux qui partagent sans consentement. Exact. Fait qu'on a beaucoup de chemin à faire. Puis oui, aussi pour la sexualité. Dans le domaine des drogues, ce qu'on fait avec la réduction des méfaits, on changerait le sujet pour d'autres façons de faire, puis on capoterait parce qu'on est encore dans les messages d'abstinence puis de stigmatisation. Arrêtons d'essayer de juste faire « Oh mon Dieu, c'est risqué, faut pas faire ça », puis en parler. C'est des comportements, en fait, en plus, la sexualité et la consommation, puis des fois les deux ensemble, mais c'est des comportements qui sont fondamentalement inhérent à l'existence humaine et animale. Puis c'est drôle parce que c'est deux sujets que personne n'aime trop parler, puis c'est super tabou. Puis il ne s'agit pas de dire ce que je fais dans mon intimité, mais on peut-tu parler de ces sujets-là qui nous concernent tous et toutes, là? Oui. Puis en tant que parent aussi, tu sais, de pas que l'enfant ait pas peur, justement, d'aller parler à ses parents, tu sais, que ça soit une discussion ouverte qu'on ait avec notre enfant, puis que justement, s'il se passe quelque chose, je le sais que je peux appeler ma mère, je sais que je peux appeler mon père. C'est juste ça, c'est un gros poids qu'on enlève à l'enfant, tu sais, qui va essayer des choses. Parce que ça essaye des choses, un enfant, là. Ça fait partie du développement normal d'essayer des choses qui sont pas normatives, qui sont risquées. Ça veut pas dire que ça va être la drogue, ça peut être d'autres choses, mais ça fait partie du développement normal. Puis oui, c'est angoissant pour un parent, mais à un moment donné, si comme parent, on fait juste dire « fais pas ça » puis que je te pogne pas. C'est ça. Ça n'empêchera pas de le faire. Puis vous pouvez être certain que si ça se passe, ils ne viendront pas vous demander des conseils. Puis malheureusement, souvent, il peut y en avoir. Moi, je l'ai dit à mon gars. J'ai dit, écoute, si... tu sais, j'ai abordé toutes les questions, la sexualité, drogue, consentement. Mais tu sais, par rapport aux drogues, j'ai dit, si tu consommes, tu sais, j'aimerais ça que tu m'en parles. Puis je te dirai pas d'arrêter. C'est pas ça que je vais faire. Je veux juste m'assurer que je t'accompagne là-dedans. Ça fait une grosse différence, là. Ouais. Fait que, ouais. Puis, tantôt, tu avais parlé aussi qu'on s'intéressait souvent plus aux personnes vulnérables. Tu sais, que c'était eux qu'on prenait soin, tu sais, qui avaient des problèmes de drogue et tout ça, mais que n'importe qui, ça peut être une première fois, ça peut être, tu sais... Oui, c'est ça. C'est pas juste... Excuse, je te coupe. Non, mais c'est ça, je m'en allais te demander. Puis toi, tu sais, t'avais fait justement un genre de coming out. Oui. Tu sais, que toi-même, tu consommes. Oui. Oui, c'est ça. Puis je vais y revenir, mais juste dire, c'est ça, c'est que les personnes vulnérables, c'est pas juste que... tu sais, il faut s'y intéresser. Mais le problème, c'est que on a une vision, surtout par rapport aux drogues, que c'est juste les personnes à risque et vulnérables avec qui on peut parler de ces choses-là, tu sais. Alors qu'il faut en parler avec tout le monde. Ça peut arriver avec tout le monde. Puis oui, effectivement, ça peut arriver lors d'une première prise, là. Puis cette personne-là n'était pas à risque. On ne l'aurait jamais ciblée dans une intervention. Puis la conséquence, c'est la mort. Tu sais, je veux dire, on parle de quelque chose de sérieux. Oui, moi, j'ai... Mais là, moi, c'est ça. Je l'ai dit, je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais j'ai 20 ans de carrière. Ça fait longtemps que je suis le sujet de la consommation, de la dépendance dans mes recherches, mais aussi j'ai un intérêt personnel, politique par rapport à ces enjeux-là. Il y a énormément d'enjeux de justice sociale en lien avec les drogues. C'est fou quand on s'intéresse à ça. Je pourrais développer sur plein d'aspects, mais moi, je me suis rendu compte de ça. Puis moi, je veux dire, mon leitmotiv, pourquoi je suis devenu prof-chercheur, c'est pour changer le monde puis
j'ai une volonté de justice sociale, d'agir pour restaurer une certaine justice sociale. Puis c'est dans la question des drogues, j'ai vu beaucoup de leviers en lien avec ça. Mais particulièrement, c'est que là, il y a eu effectivement l'apparition d'une crise de surdose là, ou de marché contaminé, appelons-la comme on veut. Puis, moi, je regardais ça aller, les gens meurent, c'est des chiffres hallucinants. Là, on parle de 60 000 morts, je pense, au Canada depuis à peine 10 ans. C'est énorme. Puis pourtant, on sait, d'un point de vue scientifique de santé publique, c'est quoi les causes puis les solutions. On n'a pas la réponse à tout, mais on a une maudite bonne idée, puis ça change pas. On s'en fout. Les politiciens s'en foutent. La population s'en fout. Ça serait d'autres choses. Il y aurait des émeutes. Là. Je veux dire, la COVID, on a tout viré de bord. Là, on laisse le monde mourir parce que c'est de leur faute. C'est des faibles, des lâches, des immoraux, des mauvaises personnes qui consomment les drogues. C'est leur choix. Ouais, c'est ça. Eux autres, ils ont voulu prendre un risque, qui crève. Moi, je n'ai pas à payer pour ça. Comme si c'était si simple que ça. Comme s'il n'y avait pas d'autres comportements volontaires. Je pense à des trucs comme le diabète de type 2, plein de choses, des accidents de sport extrême. Il y a plein de comportements. Vivre, c'est risqué. Puis il y a plein de comportements qu'on a qui posent des risques. Puis si on commence à dire, ça, c'est de ta faute, on n'a pas fini. Là. Il y a beaucoup, on va tout y passer. C'est vrai, hein, le diabète. J'avais jamais fait l'allusion que, il n'y a personne qui dit, là, c'est à toi de pas manger de sucre. C'est ça, exact. C'est vrai, hein? Non. Il y a vraiment des doubles standards. Il y a vraiment aussi une hiérarchisation dans la prise de risque. Là, tu peux faire des sauts libres en motocross puis risquer ta vie. Le monde t'applaudisse, mais tu fumes un joint, là, franchement, c'est risqué. Fait que là, à un moment donné, je me suis dit... En fait, j'ai eu comme un éclair, là, une lumière qui m'a fait comprendre que si ça ne change pas, c'est parce que c'est stigmatisé. Parce que c'est mal vu. Puis c'est vu comme une responsabilité individuelle. Même s'il y a une responsabilité collective, il n'y a personne qui est juste autodéterminé. Là. On est influencé par le contexte. Si tu vis dans la pauvreté, une famille violente, tu as subi des viols, ça se peut que tu te drogues. À un moment donné, là, c'est aussi ça la réalité. On s'automédicamente, ça fait partie de la réalité. Puis il n'y a personne que je connais qui a choisi d'être dépendant. Peut-être choisi de consommer, mais là, pour toutes sortes de raisons. Fait qu'on peut, dès qu'il y a une responsabilité collective, il y a une responsabilité collective. On ne peut pas peut-être déresponsabiliser complètement l'individu, mais on ne peut pas non plus juste faire « c'est de sa faute, il n'y a rien à faire ». Puis il y a des choses à faire, puis c'est un problème collectif. Bref, je me suis dit, comment on peut changer la stigmatisation, déstigmatiser? C'est une grosse question, c'est un gros problème. Puis déjà, des lois qui interdisent ça stigmatise de manière structurelle et systémique, là. Mais... moi, j'ai voulu essayer humblement de contribuer à changer cette stigmatisation-là. Puis je me suis dit, une des choses, c'est la représentation. Parce que dans la population, les représentations qu'on a des personnes qui se droguent, c'est juste des toxicomanes. Puis je veux pas les dénigrer, là, mais c'est juste le portrait du déchet social de fond de ruelle, alors que plein de monde se drogue. Puis t'as plein de gens insérés qui se font pas achaler par la police, puis qui sont fonctionnels, puis qui consomment. Il y a plus de 70% des gens qui consomment des substances qui sont pas dépendants, qui n'ont pas une toxicomanie, qui sont pas malades, puis qui devraient pas être criminels. Mais on les voit pas, ces gens-là. Les policiers, les politiciens, les journalistes, les comptables, les juges, les avocats qui consomment, il y en a plein. Plein. On les voit pas. Oui. Fait que c'est ça. Moi, je me suis dit, bon, là, ça suffit. Puis, je suis quand même un prof d'université. Je peux pas me faire mettre dehors de même comme un juge qui dit qu'il consomme des drogues, bonne chance, ou un policier. Moi, je l'ai dit, puis j'ai pas perdu ma job. Puis je suis un homme blanc, fait que j'ai des privilèges qui me permettaient aussi de prendre ce risque-là qui était quand même, somme toute, calculé. Puis c'est pas pour banaliser l'usage, c'est pas pour dire « faites de la drogue, regarde, je le fais, puis c'est pas un problème ». Puis je suis préoccupé aussi d'une certaine... l'autre extrême que on est dans une société malade, il faudrait consommer pour fonctionner, puis performer, puis je veux pas encourager ça non plus.
Mais je veux juste dire, regarde, on peut-tu se dire la vérité, là? Il y a du monde qui consomme, là. Puis vos frères, vos sœurs, vos enfants, vos voisins, vos collègues, là. Tant qu'on va pas regarder ça objectivement, puis en parler, puis arrêter d'en faire un sujet tabou, bien, ça va être stigmatisé. Puis la stigmatisation, bien, ça fait pire que la drogue, là. Ça isole, ça tue, en fait, de plein de façons. Puis moi, je voulais essayer de changer la perception pour avoir cette discussion-là, peut-être en encourager d'autres. Il y a ce problème de représentation qu'il faut changer, puis c'est pour ça que j'ai fait ça. Oui. Dans mon temps, je me rappelle que nous autres, c'était Christianet, drogué, prostitué. Oui, c'est ça, les représentations. Là, c'est comme, c'était drastique, là. C'est tout ou rien, là. Oui, mais exactement. C'est tout ou rien. Tu es soit abstinent, les bonnes personnes, ou un toxico fini junkie. Mais c'est pas la réalité objective et épidémiologique. C'est faux. Puis c'est ça aussi que je voulais challenger. Ben Peux-tu arrêter de penser en noir et blanc comme ça? Oui, t'es prof à l'Uni, puis tu consommes de temps en temps, puis t'as pas de problème. Voilà, puis c'est ça. Puis j'ai jamais eu de trouble. Puis ça aussi, c'est vraiment intéressant quand on commence à fouiller ça. Il y a avoir eu un trouble et puis en avoir. Il y a avoir consommé puis plus consommer. Il y a avoir un trouble actuellement ou consommer actuellement. Puis ça, c'est 4 groupes qui viennent tous avec leur stigmate. Ben oui. Qu'est-ce que tu aimerais qui change le plus, mettons, à court terme, dans les 5 prochaines années? Qu'est-ce que tu aimerais voir avancer par rapport à ça? C'est ce que j'aimerais voir, c'est tout le contraire de ce qui est en train de se passer. C'est d'arrêter. Je sais que l'être humain, on est comme ça, on a de la misère avec la différence, mais il faut faire un peu de réflexivité puis se rendre compte que c'est vraiment des automatismes puis des processus néfastes que de juger les gens qui sont différents de nous, qui méritent pas d'avoir le droit d'exister puis qu'on juge puis qu'on insulte puis qu'on exclut puis qu'on stigmatise, qu'on déshumanise. Puis on fait ça avec beaucoup de gens, là. Tu sais, je veux dire, je pourrais nommer toutes les hubs, les phobes puis les ismes, là. Tu sais, juste... les trans en ce moment, c'est là, ça, les aux États-Unis, puis... Ouais. Toute la question qui est souvent liée à des enjeux d'identité, d'orientation, de pratiques sexuelles, de consommation de substances. C'est toutes ces choses-là que j'aimerais qu'on réalise puis que ça nuit à notre vie en commun, notre bien-être collectif, notre société, notre bien-être à tout le monde. Oui, tellement. Oui. Puis quand tu regardes ça, tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi? Là? Puis je sais que ça vient de la religion, mais on peut-tu évoluer? Puis c'est ça que je souhaiterais, qu'on évolue puis qu'on soit capable d'ouverture puis de réel vivre et laisser vivre quand ça n'a pas d'incidence, à part, je sais pas moi, te scandaliser de savoir que quelqu'un à l'autre bout de la ville est en train d'avoir du sexe à 3, là. Peux-tu te gérer, Chris? Ouais, c'est ça. Avant de finir, je t'avais entendu parler des drogues et des animaux, que les animaux aussi prennent de la drogue, puis ça m'avait vraiment surpris. Oui, je l'ai dit vite tantôt, c'est une réalité humaine et animale. Il y a énormément d'exemples, plein d'exemples d'animaux qui consomment des drogues. Comme quoi, mettons? Il y a tantôt, des fois, c'est à des fins utilitaires, tu sais. Comme l'alpaga qui mange la feuille de coca pour tolérer des altitudes où il manque d'oxygène, puis ils sont plus capables des choses comme ça. Mais sinon, des exemples, il y a des fourmis qui élèvent des ranchs de pucerons, qui a du jus psychédélique, puis ils mangent ça, puis on comprend pas pourquoi d'autres qu'avoir du fun de fourmis. Il y a les singes lémurs, qui prennent une chenille qui dégage un produit neurotoxique antiparasitaire, je sais plus trop, puis je pense qu'ils peuvent manger ça, mais quand ils en prennent juste un peu, ils lèchent, ils deviennent complètement intoxiqués, puis on voit des singes, puis ils sont comme, ils regardent l'autre, hey, moi aussi, puis...
Il y a les dauphins qui mangent le poisson globe, qui dégage lui aussi un produit neurotoxique. La BBC a capté ça avec des leurres dans l'océan entre les côtes du Mozambique puis les Comores. Là. Ils ont filmé ça en 2014-15. Ils mangent le poisson, mais juste un petit peu. Ils se le passent d'un à l'autre, puis le poisson, ils le laissent aller vivant, puis ils en prennent juste un peu, comme s'ils savaient là, que il ne faut pas que tu en prennes trop. Puis après ça, tu les vois se frotter les uns sur les autres comme s'ils étaient sur l'ecstasy dans un rave. Là, voyons donc. Mais il y a beaucoup... Écoute, je ne les ai pas toutes en tête. Puis j'ai même... À un moment donné, je disais ça à quelqu'un, puis elle me dit, même les plantes. Elle me donnait l'exemple en botanique de plantes qui sont soumises à des conditions vraiment très, très violentes, puis que pour se protéger, dégagent un produit elle-même de antidouleur. Puis, comme ils s'auto-droguent pour se protéger de l'environnement aride. Là, fait que, bref, il y a énormément d'autres exemples chez les animaux qui ne me viennent pas en tête, mais il y a plein d'exemples. Ben, t'en as donné une couple, là. Oui. Plus que moi, j'en connaissais 0. Fait que... OK, ouais. T'en as donné pas mal. Mais à chaque fois que je parle de ça avec quelqu'un qui connaît le sujet un peu, il me donne toujours un autre exemple, un autre, puis un autre. Il y en a plein, là. Ouais. OK. Fait que c'est pas juste nous, là. Non, c'est ça. Non, puis quand je dis que c'est une réalité humaine, là, dans l'histoire de toute l'humanité, là, les anthropologues ont recensé environ 15 000 cultures humaines différentes depuis l'histoire de l'humanité. Puis il y en aurait moins de 10 qui ne prenaient pas aucune drogue. OK. Pour les anthropologues, en fait, la sexualité, la consommation de substances, ça fait partie du même registre comportemental avec le jeu. C'est des choses qu'on fait, c'est des choses qu'on est. On est ça. Ouais. C'est fascinant de voir comment, pour des raisons assez récentes, morales, religieuses, racistes, on a décidé là, qu'il fallait éliminer toutes les drogues. T'sais. Puis ça marche pas, puis ça marchera jamais. Puis viser ça, c'est un peu déconnecté de la réalité. Là. Ça arrivera jamais. Puis ça fait juste empirer. Ben, c'est ça. Non seulement ça, effectivement, ça fait juste... Ça n'atteint pas ses objectifs, ou très peu, puis ça fait juste aggraver la situation de plein de façons. Par la stigmatisation, par les nouvelles substances. Le fentanyl n'aurait pas été sur la rue comme ça, comme il l'est maintenant, si on n'avait pas interdit l'héroïne. Puis justement, j'ai vu aujourd'hui là, des militants qui disaient si on se met à s'en prendre au marché du fentanyl, là, ben, les surdoses vont encore augmenter. Pourquoi? Ben, parce que s'il n'y a plus de fentanyl, ça va être la xylazine, toutes sortes d'autres benzos, puis les gens vont faire des surdoses. Ouais. C'est ça qui est fascinant, parce que quand on regarde ça de près, c'est quand on se rend compte que ça fait 50 ans passés qu'on fait la même connerie qui fait juste aggraver la situation, puis que là, tout ce qu'on entend des Poilievre, Daniel Smith, Ford, Trump, c'est de faire encore plus de ce qui ne marche pas. C'est comme, voyons, y a-t-il quelqu'un qui va à un moment donné les réveiller? Tu sais, comme Einstein le disait, là, que faire toujours de la même chose en espérant des résultats différents, c'est ça, être idiot, là, ben, c'est ça. Parce que dans le temps, en tout cas, moi, de ce que je connais, l'héroïne, c'était le top, dans mon temps. Ouais. Mais là, écoute, le fentanyl, c'est combien de fois plus que l'héros? C'est genre ça, 50 fois? Ben justement, puis merci de ramener ça parce que je voulais le dire, là, mais ça explique comment on provoque ça. Parce que l'héroïne, là, mettons, je dis n'importe quoi, mais mettons, pour avoir 10 000 doses, tu as une poche de hockey, tu sais. Bon, peut-être 100 000 doses. Mais 100 000 doses de fentanyl, là, ça rentre dans un éprouvette. Fait que c'est bien moins risqué pour le trafiquant, à la fois pour le transport, mais aussi pour l'entreposage, de migrer vers le fentanyl. T'sais, on provoque ça nous-mêmes avec nos politiques. T'sais. Puis effectivement, avant, il y avait l'héroïne. Ça ne veut pas dire que c'est pas risqué. Ça ne veut pas dire que ça ne pose pas des risques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des enjeux de santé publique. Mais de juste vouloir éliminer ça sans que ça élimine le marché, puis que ça fait juste amener des produits plus risqués, puis des consommateurs, des consommations, des pratiques plus risquées, bien, on fait juste aggraver la situation. Puis là, maintenant, il apparaissent des substances. Au moins, l'héroïne, on connaît ça.
Là, on est avec des affaires qui arrivent de médecine vétérinaire qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que ça fait chez l'homme. Ça arrive vite, là. Ouais. Déjà que les roses, c'était grave, entre guillemets, dans le sens que ça pouvait être très grave, tu pouvais en mourir, tu pouvais, tu sais. En fait, l'héros, contrairement à ce qu'on pense, c'est une substance qui est peu toxique pour le corps. C'est juste le risque de la dépendance par l'injection, puis là, le style de vie, puis encore une fois, la stigmatisation, la marginalisation, puis tout ça qui devienne un cercle vicieux. Mais c'est ça que Carl Hart dit, tu sais, fumer de temps en temps de l'héroïne, par exemple. Là, ça rend pas nécessairement quelqu'un complètement, tu sais. Ouais, okay. Mais on a aussi exagéré, encore une fois, dans les représentations, les risques, les trajectoires, les pronostics, tu sais. Puis je comprends, là, on veut pas non plus dire au monde, faites ça, là. Il faut trouver un équilibre dans tout ça, mais n'empêche que l'héroïne, c'est pas nécessairement quelque chose qui est si diabolique qu'on l'a dans nos représentations. Là. Surtout maintenant, quand on sait qu'est-ce qu'il y a 15 fois pire. Là. OK. Ouais. Mais ça m'éclaire, je suis contente qu'on en ait parlé parce que je me demandais pourquoi que ça n'arrêtait pas d'augmenter tout le temps. Ouais. Mais là, tu as vraiment donné un bon exemple de la quantité. Plus aussi, mettons la pandémie. Là, tu fermes les frontières. Fait que là, ça a aussi limité l'accès à d'autres produits. Fait que là, on trouve qu'est-ce qu'il y a en territoire, puis qu'est-ce qu'on peut produire. Fait que il y a ça aussi. Là. La pandémie est venue vraiment aussi rajouter une couche. Là. Mais c'est encore la question du contrôle des frontières, empêcher, tu sais. C'est une question beaucoup plus complexe que juste dire on va réprimer ça. Il faut être pas mal plus intelligente là, avec cette problématique-là que de juste dire on va interdire. Je sais que tu n'es quand même pas contre la drogue, mais mettons en finissant, ton enfant, t'en as juste un? J'en ai 2. OK, tes enfants. Ça serait quoi? Qu'est-ce qui pourrait te dire que là, ça t'inquiéterait? Que tu ferais comme, là, il faut qu'on se parle un petit peu, mettons. Oui. C'est sûr qu'il y a quand même des substances qui sont plus potentiellement addictives que d'autres. Puis il y a aussi des modes de consommation qui sont potentiellement plus addictifs que d'autres. T'sais, fumer ou s'injecter de la coke, crack, cristal, puis cristal freebase, mais aussi la méthamphétamine, puis s'injecter les opioïdes. Je dirais que ça, c'est pas mal dans le registre de ce qui est dans du risque élevé de dépendance, sans même parler du reste. Bon. OK. Si c'est dans une personne qui est bien, qui n'a pas de souffrance intérieure, de problème de santé mentale, qui n'est pas stigmatisé, exclu, puis qui vit dans une société où tout va bien, ça pourrait quand même peut-être bien se passer. Mais c'est peut-être pas le cas. Puis souvent, quand on est rendu à ces substances-là et à ces modes de consommation-là, c'est souvent parce qu'il y a d'autres choses qui, justement, peut-être posent problème. Fait que c'est sûr que là, je me questionnerais, là, tu sais. Mon enfant, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il y a les ressources? Est-ce que, ou au contraire, il y a eu un gros trauma, puis il va plus bien pantoute, puis il est rendu là, tu sais, j'en vois, j'en connais, j'en fréquente des gens qui ont eu des vies difficiles, puis qui ont des enjeux de santé mentale, puis qui sont rendus à fumer ou s'injecter du crack, crystal meth, puis avec ce cocktail-là, souvent, ça dérape, là. Fait que c'est sûr que c'est tout ça que je veux pas là, pour mes enfants. Oui. Puis ça te fait quand même pas peur de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec Mathis? Tu sais, que c'était un one-shot deal, puis que c'était... Oui, puis c'est pour ça que j'en ai parlé avec mon fils. J'y ai parlé de ça. Tu sais, que je veux pas avoir le discours « Gars, qu'est-ce qui est arrivé? » Fais pas ça. Oui. Je pense que ça, c'est pas une bonne voie, là. C'est plutôt, garde qu'est-ce qui est arrivé. Ça peut arriver.
si tu décides de consommer, ben il y a toutes sortes de choses que tu peux faire puis savoir pour éviter ça. Puis j'aimerais ça qu'on en parle, puis renseigne-toi, puis voici les ressources, puis c'est ça. Ouais. Fait que, ben merci, Jean-Sébastien. Salut. Ben, merci, Alex Trudeau. Merci. Merci, full. C'était super intéressant. Puis j'espère vraiment que c'est ça, que les parents vont avoir un talk avec leurs enfants. C'est tellement important que les enfants vont être conscientisés plus que ça dans les écoles. Puis ça aussi, j'en ai parlé. Ben c'est dans le texte, quand l'épisode de Christian est sorti, tu sais, je l'ai dit parce que Christian, il en fait des conférences dans les écoles. Puis, tu sais, il veut faire de la sensibilisation. Fait que j'ai dit, parlez-en à votre directeur, tu sais, de... Appelez-le, Christian, là, il va y aller. C'est tellement important. Si je peux dire quelque chose en terminant, parce que ça me revient, puis c'est quelque chose qui revient constamment, à la fois dans le rôle de parent comme dans le rôle d'intervenant, c'est le... Puis souvent, en fait, le rôle de parent puis d'intervenant, il y a beaucoup de parallèles, là. Le réflexe, non seulement de dire « fais pas ça », mais le réflexe paternaliste, faut arrêter ça, là. La personne, puis justement, un jeune adolescent, là, à un moment donné, il faut arrêter de se positionner en être supérieur, en sachant, puis en espèce de « je vais t'expliquer la vie », là, puis de se mettre un peu plus d'égal, puis de considérer l'autre, puis de respecter aussi son agentivité, là. Tu sais, s'il fait ça, là, peu importe quoi et qui, là, c'est parce qu'il y a probablement quand même, oui, il peut être influencé, tout ça, mais il y a quand même une tête, là, puis il a fait des choix, puis il y a peut-être une vision de ça, puis d'ouvrir le sujet là-dessus, comme, parle-moi-en, tu sais, plutôt que comment ça tu fais ça, tu sais? Vraiment. Ou t'as-tu arrêté, là, plutôt que comment ça va, tu sais? J'en parlais avec une personne qui a déjà justement été eu un trouble de consommation d'héroïne, puis elle disait, moi, on me demandait jamais des questions comme, c'est quoi tes motifs de consommation? Qu'est-ce qui fait que tu consommes? Tu sais, juste comme considérer l'autre comme une personne, comme un sujet de vie, qui a une tête, qui a une agentivité, une autodétermination. Puis déjà, quand on fait ça, ben là, on est plus dans le dialogue, puis dans la relation, puis l'échange pour vrai, là. Oui, c'est tellement la base. Tellement la base. Oui, c'est la base, mais je on le fait pas beaucoup. C'est ça, je le sais. Il y a tellement, justement, de parents encore hyper autoritaires qui disent « non, tu fais pas ça », puis ça fait peur à l'enfant il se sent pas bien. Puis, mais je le sais, c'est ça. Je le sais que c'est la base, mais calique qu'on est loin. Oui, on est loin. Fait que, let's go, vous êtes capables. Oui. Fait que merci encore.